Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur l'étude de l'appareil respiratoire. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons étudier son anatomie et les mécanismes de la respiration. Alors le système respiratoire, qu'on appelle également l'appareil respiratoire, est un ensemble d'organes qui permet la respiration, c'est-à-dire les échanges gazeux entre l'organisme et l'environnement. Chez les animaux, la respiration désigne à la fois les mécanismes qui permettent les transferts de gaz entre l'organisme et l'environnement, c'est-à-dire par une absorption de dioxygène et un rejet de dioxyde de carbone, de CO2, mais également la respiration cellulaire, qui consiste en une dégradation du glucose grâce au dioxygène pour fournir de l'énergie. Et on notera également le rôle de l'appareil respiratoire dans la régulation du pH du corps humain. Alors on va bien distinguer la respiration externe de la respiration interne et de la respiration cellulaire. La respiration externe décrit l'obtention de dioxygène et le passage de ce dioxygène dans le sang. La respiration interne va quant à elle décrire le passage du dioxygène vers les cellules. Et la respiration cellulaire va décrire un processus qui se nomme la phosphorylation oxydative, qui est la transformation de l'ADP en ATP grâce à l'énergie libérée par l'oxydation de donneurs d'électrons par la chaîne respiratoire. Alors on aura l'occasion d'étudier tout ça sur un cours en biologie cellulaire et notamment sur l'étude des mitochondries. Alors le but de la respiration, vous vous en doutez, est de fournir de l'oxygène au tissu et d'éliminer le dioxyde de carbone. Alors la respiration peut être divisée en des fonctions principales. Vous avez ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire, la perfusion, la diffusion et le transport. Donc la ventilation pulmonaire ou la respiration signifie l'entrée et la sortie d'air entre l'atmosphère et les alvéoles pulmonaires. Elle comprend deux temps, l'entrée d'air, l'inspiration, et l'expiration, la sortie d'air. Alors en moyenne, un être humain effectue environ 23 000 cycles respiratoires par jour. Un adulte effectue entre 12 et 20 cycles respiratoires par minute, s'il est en bonne santé, s'il n'y a pas de pathologie au niveau du système respiratoire. Alors après la ventilation pulmonaire, vous avez ce qu'on appelle la perfusion, qui est le processus qui vient alimenter un organe en nutriments et en oxygène nécessaires à son métabolisme, mais également à sa saine activité biochimique au sein de l'organisme. Et cet apport est effectué par le sang qui circule depuis les artères vers les vaisseaux capillaires qui irriguent les tissus biologiques. Ensuite, vous avez la diffusion, qui est le processus par lequel les gaz passent d'une zone de haute pression à une zone de basse pression. Alors, la respiration interne, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le mouvement dans les tissus internes entre les cellules et les capillaires. Et la respiration externe décrit la diffusion d'oxygène et de dioxyde de carbone entre les alvéoles et le sang. La diffusion d'oxygène et de dioxyde de carbone entre les alvéoles et le sang. C'est ce qu'on appelle la diffusion alvéolo-capillaire. Et ensuite, vous avez le transport qui décrit tout simplement le transport du dioxygène du sang vers les cellules tissulaires du corps. Alors, il existe deux systèmes circulatoires sanguins. Vous avez ce qu'on appelle la grande circulation et vous avez ce qu'on appelle la petite circulation. Donc la grande circulation ou la circulation générale, où le sang oxygéné part du ventricule gauche du cœur par l'aorte et vient irriguer tous les tissus de l'organisme. Et ensuite revient chargé de gaz carbonique par la veine cave jusqu'à l'oreillette droite. Ensuite, vous avez la petite circulation, qu'on appelle également la circulation pulmonaire, où le sang chargé de gaz carbonique part du ventricule droit par l'artère pulmonaire, se libère du gaz carbonique et s'enrichit en oxygène dans le parenchyme pulmonaire et retourne à l'oreillette gauche par la veine respiratoire. Alors le système respiratoire est composé de voies aériennes, d'une surface d'échange de gaz et de muscles et de la cage thoracique. Donc nous allons décrire tout ça, les composantes de l'arbre respiratoire. Donc il est intéressant de noter qu'il y a des structures de conduction qui vont conduire l'air et vous avez des structures d'échange de gaz. Alors on va décrire tout ça. Donc les structures de conduction. Vous avez le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les bronchioles. Alors je vais vous montrer un schéma, voilà.
Donc vous avez le nez, la cavité nasale, le pharynx, le larynx, ensuite vous avez la trachée, les bronches et les bronchioles. Donc ces structures vont conduire l'air. Donc le nez, l'entrée de l'air dans le système respiratoire, vous vous en doutez, s'effectue par le nez et la bouche. Ensuite, cet air va passer par le pharynx, qui se situe entre le nez et la trachée. Alors il travaille étroitement avec le larynx pour contrôler l'ouverture et la fermeture du tube respiratoire et du tube digestif. Ensuite, vous avez le larynx, il représente le début des voies respiratoires proprement dites, et c'est aussi l'organe de la phonation. Il ferme l'accès aux voies respiratoires pendant que la nourriture est envoyée dans le tube digestif. Ensuite, on va retrouver la trachée qui est la plus grosse des bronches, et elle conduit l'air depuis le larynx jusqu'aux bronches inférieures. Elle a environ 20 mm de diamètre chez les êtres humains. Ensuite, on va retrouver les bronches. Alors la trachée est la plus grosse des bronches, nous l'avons dit, et elle se divise en deux plus petites bronches qui elles-mêmes se divisent en deux bronches plus petites et ainsi de suite. Il y a environ une quinzaine de bifurcations successives. Au fur et à mesure des branchements, la taille des bronches décroît pour atteindre au niveau des bronchioles un diamètre d'environ 0,5 mm. Alors toute taille confondue, il y a environ 150 000 bronches dans les poumons. Ensuite, les bronchioles, ce sont les plus petites bronches. Elles ont un diamètre, nous l'avons dit, qui mesure environ 0,5 mm. Et les bronchioles conduisent l'air à la surface d'échange avec le sang. Et chaque bronchiole est connectée à un réseau d'alvéoles appelé acinus. Je vais vous montrer un schéma après. Alors après, nous allons retrouver les structures pour l'échange de gaz avec les sacs alvéolaires qui regroupent une dizaine d'alvéoles et qui ressemblent à une grappe de raisin, comme vous pouvez le voir. Et donc les alvéoles, ce sont ces minuscules poches d'air d'environ 0,2 mm de diamètre. Et les poumons d'un être humain comportent environ 300 millions d'alvéoles. Les échanges gazeux avec le sang se font dans les alvéoles. Le sang circule dans les capillaires pulmonaires, situés dans la paroi des alvéoles, dont l'épaisseur est de l'ordre de la dizaine de microns. Après les structures de conduction, les structures pour l'échange de gaz, vous avez des structures mécaniques, comme les muscles, le diaphragme, les intercostaux, les scalènes, le sternocléidomastoïdien, et bien sûr la cage thoracique. Ensuite, vous avez, dans les composantes de l'arbre respiratoire, les contrôleurs externes, liés au système nerveux, le système nerveux central et le système nerveux autonome, et des récepteurs périphériques. Alors, on va se répéter un peu, mais c'est différentes manières de classer, de faire une classification de cet arbre respiratoire. Donc vous avez des voies extrapulmonaires, des voies intrapulmonaires et le parenchyme respiratoire. Donc dans les voies extrapulmonaires, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, la fosse nasale, le nasopharynx, le larynx, la trachée et le début des deux bronches. Et dans les voies intrapulmonaires, ça va des bronches souches que vous voyez ici jusqu'aux bronchioles terminales. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le parenchyme respiratoire, des bronchioles jusqu'aux millions d'alvéoles pulmonaires. Alors nous l'avons d'ores et déjà expliqué sur le plan fonctionnel, le système respiratoire se divise en deux zones. Les structures de conduction et les structures pour l'échange de gaz. Donc je vais faire un rappel, donc les zones conductrices consistent en un système de cavités et de tubes interreliés, le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, qui conduisent l'air dans les poumons. Et la zone respiratoire est constituée des parties du système respiratoire où s'effectuent les échanges gazeux, les bronchioles respiratoires, les canaux alvéolaires et les alvéoles. Donc je vais vous expliquer ce schéma. Donc ici vous avez la trachée et ici les bronches souches qui naissent à partir bien sûr de la trachée au niveau de la carène. La branche droite vient bien sûr au poumon droit et la branche gauche au poumon gauche. En arrivant au poumon, les bronches principales donnent naissance aux bronches lobaires ou les bronches secondaires. Ensuite, les bronches lobaires se subdivisent en bronches segmentaires que vous voyez ici, ou les bronches tertiaires. Et ces bronches segmentaires se ramifient en bronches sous-segmentaires, et les bronches sous-segmentaires donnent naissance à environ 3000 bronchioles, que vous voyez ici.
Alors maintenant, je vais parler des tissus. Donc dans les zones de conduction, on va retrouver des épithéliums, des muscles lisses et du cartilage. Donc l'épithélium, alors l'intérieur des bronches est revêtu d'un épithélium qui contiennent des cellules spécifiques et qui constituent l'un des principaux systèmes de protection des poumons. Alors ces cellules sécrètent le mucus à l'origine des sécrétions bronchiques. Ces cellules sont recouvertes de cils microscopiques vibratiles et vont rejeter vers l'extérieur des poussières inhalées et des agents infectieux. Ensuite, on va retrouver le muscle lisse qui va permettre des variations de diamètre, bronchodilatation, bronchoconstriction. Et on retrouvera bien sûr du cartilage. Dans la zone respiratoire, nous l'avons d'ores et déjà dit, la zone respiratoire donc intègre des bronchioles respiratoires, les conduits alvéolaires, les sacs alvéolaires et les alvéoles. Alors les alvéoles, je le répète, c'est un lieu d'échange entre l'air et le sang. Il y en a environ 300 à 500 millions et représente une surface d'environ 100 mètres carrés. Et ensuite, je voulais vous parler de l'acinus ou de l'aquinus. Alors je vais vous montrer un schéma. Voilà, ici vous avez une représentation de l'aquinus qui comprend les conduits alvéolaires, le sac alvéolaire, les alvéoles, qui permettent ces échanges gazeux entre l'air et le sang. Alors, une autre manière de classer, de faire une classification, c'est de parler des voies respiratoires supérieures et des voies respiratoires inférieures. Donc je vais faire un petit rappel, donc on a des structures de conduction, des structures pour l'échange de gaz, première classification. Ensuite, vous avez les voies extrapulmonaires et les voies intrapulmonaires, le parenchyme respiratoire, une autre classification. Et maintenant, vous avez les voies respiratoires supérieures et les voies respiratoires inférieures. Donc je vais un petit peu me répéter à partir de maintenant, mais c'est pas grave, comme ça, ce sera bien intégré. Donc les voies respiratoires supérieures sont extrathoraciques, d'accord, et se composent du nez, des fosses nasales, de la bouche, du pharynx, qui est un carrefour aérodigestif, et du larynx. Donc le nez et les fosses nasales, bien sûr, un rôle respiratoire, mais aussi olfactif. Le pharynx, c'est ce carrefour aérodigestif. Alors je vais chercher d'autres images, si ça peut bien se charger. Donc ici, vous avez les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Et ensuite, vous avez le larynx, qui est un organe cartilagineux, complexe, de l'appareil respiratoire, situé au niveau de la gorge. Il est situé antérieurement au carrefour aérodigestif que constitue le pharynx. Voilà, donc quel mécanisme au niveau des voies respiratoires supérieures? Donc le nez et la bouche sont les portes d'entrée de l'air dans lesquelles il est réchauffé, hydraté et filtré. Le nez et la bouche communiquent vers l'arrière avec le pharynx. Tube droit et flexible, dont l'embouchure est en permanence ouverture. Et dans sa partie basse, le pharynx ou le laryngopharynx communique avec le larynx et l'œsophage qui est une voie commune à l'air et aux aliments. Et donc c'est une zone, nous l'avons dit, de bifurcation où son organisation anatomique lui permet de fermer l'entrée de la trachée lors de la déglutition grâce au basculement de l'épiglotte vers l'arrière, évitant ainsi que les aliments pénètrent dans les voies aériennes inférieures. Et donc maintenant, nous allons parler des voies aériennes, des voies respiratoires inférieures. Donc les voies respiratoires inférieures sont intrathoraciques et se composent, nous l'avons dit, d'une zone de conduction, mais également d'une zone d'échange. Alors, les zones de conduction, je le rappelle, la trachée, l'arbre bronchique avec les bronches et les bronchioles terminales, mais également la zone respiratoire avec les sacs alvéolaires. Donc voilà, je ne vais pas relire le texte pour me répéter, mais vous avez compris le principe de cette classification. Donc maintenant, on va parler de la cage thoracique. Le thorax peut être considéré comme un réservoir clos constitué d'os et de muscles, dans lequel se trouvent les poumons. Les os thoraciques, les côtes et les vertèbres forment les côtés et le sommet de la cage thoracique. Les côtes sont reliées entre elles par un jeu de muscles striés squelettiques qu'on appelle les muscles intercostaux externes et internes. Alors, je vais vous montrer une image. Ici, vous avez les muscles intercostaux externes et internes. Et dans la partie inférieure de la cage thoracique, vous avez un autre muscle strié squelettique en forme de dôme, ce qu'on appelle le diaphragme, une forme de plancher
d'accord, une forme de réservoir. Alors, enfin, la face interne du thorax est tapissée par un double feuillet membranaire qu'on appelle la plèvre. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, la plèvre est la membrane qui tapisse l'intérieur de la paroi thoracique et enveloppe les poumons. Si le feuillet le plus externe, qu'on appelle la plèvre pariétale, est accolé à la cage thoracique, le second feuillet, lui, est appelé la plèvre viscérale et va recouvrir la face externe des poumons. Entre les deux plèvres existe un espace pleural dans lequel réside une faible quantité de liquide répartie sur toute la surface pleurale. Et ce liquide aide les deux membranes de la plèvre à glisser doucement l'une contre l'autre lorsque les poumons inspirent et expirent. Donc, quel est le rôle de la plèvre? Donc, nous l'avons d'ores et déjà dit, permet de faire glisser doucement, enfin glisse entre elles lors de respiration, lors de la respiration et de l'expiration. La plèvre permet notamment de protéger les poumons en atténuant les chocs et en bloquant le passage de certains virus et bactéries. Et en cas de présence de liquide au sein de cette cavité, on parle de pleurésie. Ou en cas de présence d'air, il s'agit d'un pneumothorax, qui sont des pathologies bien connues du système respiratoire. Alors, trois rôles: un rôle de glissement des deux feuillets, grâce au liquide pleural, mais également un rôle dans le maintien de la pression négative dans les poumons, de sorte que les alvéoles et les bronches restent ouvertes, et ensuite une participation à la défense des poumons contre les infections et contre l'inflammation. Donc ça, c'était pour la plèvre, et maintenant on va parler des muscles de la respiration, et notamment du muscle principal de la respiration, qui est le diaphragme, ici représenté. Donc le diaphragme vient séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale, et est un muscle strié squelettique en forme de dôme. Alors lorsqu'il se contracte, il s'aplatit, augmentant alors les dimensions verticales des poumons, et ce muscle assure à lui seul 60 à 75% du changement de volume pulmonaire lors de l'inspiration. Alors il est plus haut à droite qu'à gauche à cause du foie, hein, le foie qu'on retrouve en haut à droite. Et ce diaphragme est innervé par le nerf phrénique, et quand il va se contracter, il va abaisser les viscères abdominales. Alors ensuite, après le diaphragme, vous avez les muscles intercostaux externes lors de l'inspiration, hein, qui sont situés, je vais vous montrer une photo, voilà, ici, qui sont situés entre les côtes et qui sont dirigés vers le bas et vers l'avant, et qui permettent au thorax d'augmenter les dimensions antéro-postérieures et latérales de la cage thoracique et assurent les 25 à 40% du changement du volume restant avec le diaphragme. Alors, à ces muscles, vous avez des muscles accessoires qui peuvent intervenir également pendant l'inspiration lorsque celle-ci est forcée. Ce sont par exemple les scalènes, le sternocléidomastoïdien, même le trapèze et les intervertébraux. Donc, quel est le mécanisme dans l'inspiration? Donc, la pression intrapulmonaire descend par rapport à l'atmosphère, ce qui fait que l'air entre dans les voies respiratoires. On aura l'occasion de parler de tout ça avec plus de détails sur un cours sur la physiologie du système respiratoire. Ensuite, donc, vous avez les muscles expiratoires. Donc, comment se passe l'expiration? Vous avez bien sûr un relâchement des muscles de l'inspiration, c'est-à-dire l'intercostal externe, les intercostaux externes et le diaphragme. Alors, donc c'est une expiration, cette expiration est passive puisque c'est un relâchement de ces muscles de l'inspiration, mais vous avez quand même des muscles expiratoires qui peuvent intervenir. Par exemple, les muscles de l'abdomen qui ont pour effet d'abaisser les côtes inférieures et d'augmenter la pression intra-abdominale qui va ainsi élever le diaphragme. Et vous avez aussi les muscles intercostaux internes qui sont dirigés vers le haut et vers l'avant et qui abaissent les côtes lors de leur contraction, réduisant les dimensions antéro-postérieures et latérales du thorax. Ces muscles expiratoires sont principalement mis en jeu lors de l'expiration forcée, puisque l'expiration est principalement un mécanisme passif. Alors, je vais vous introduire à la mécanique inspiratoire, sans trop rentrer dans les détails. Donc, la ventilation est un phénomène périodique qui consiste en une succession de mouvements d'inspiration au cours desquels un volume d'air est inspiré, et aussi un phénomène d'expiration au cours desquels un certain volume d'air est rejeté ou expiré. Ce sont donc des processus qui préside à l'entrée et à la sortie d'air
des poumons. Donc, je vais vous montrer les schémas. Donc, je vais parler de l'inspiration qui est là. Donc, l'inspiration normale est un phénomène actif avec une contraction des muscles élévateurs des côtes et des muscles intercostaux. D'accord? Et une contraction aussi, alors on n'a pas parlé des élévateurs des côtes, mais aussi ils interviennent, et une contraction et un abaissement du diaphragme, avec bien sûr donc une augmentation du volume de la cage thoracique. Les poumons extensibles attachés à la cage thoracique par la plèvre augmentent de volume, et donc l'air va rentrer. Et l'expiration est un phénomène passif. Pourquoi? Parce qu'on a un relâchement de ces muscles inspiratoires, on va avoir une diminution du volume de la cage thoracique, et donc une expulsion d'air. Alors les courants gazeux s'établissent toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Et toute variation de volume entraîne une variation de pression. Le volume d'un gaz est donc inversement proportionnel à la pression qu'il subit. Donc l'inspiration, on le rappelle, c'est un phénomène actif avec une contraction des muscles intercostaux, du diaphragme et un abaissement donc du diaphragme. Donc qu'est-ce qui se passe? On va avoir une pression alvéolaire ou la pression des poumons qui va diminuer et cette pression devient alors inférieure à la pression atmosphérique. Et donc ce phénomène va donc permettre l'entrée d'air de la bouche vers les alvéoles. On dit que ce phénomène agit selon un gradient de pression, c'est-à-dire par différence entre les pressions à l'intérieur et à l'extérieur du poumon. L'augmentation du volume pulmonaire se produit par la contraction des muscles inspiratoires, nous l'avons dit, et les muscles augmentent la dimension de la cage thoracique dans toutes les directions. Augmentation du diamètre dans le sens vertical, dans le sens transversal et dans le sens antéro-postérieur. Le muscle principal de l'inspiration, effectivement, vous l'avez compris, c'est le diaphragme, et lors de l'inspiration, pour me répéter, il va s'abaisser et pousser le volume de la cage thoracique vers le bas. Et les intercostaux externes, ce sont ces muscles situés entre les côtes. Ils sont donc responsables de l'élévation des côtes vers l'extérieur et de l'élévation du sternum vers l'avant. Alors, au cours de l'inspiration forcée, 3 autres muscles sont sollicités également. Vous avez le petit pectoral, le sternocléidomastoïdien et les scalènes. Le petit pectoral qui prend son origine sur les 3e, 4e, 5e côtes et se termine sur l'apophyse coracoïde de la scapula. Ensuite, le sternocléidomastoïdien, que vous pouvez palper assez facilement. Ce muscle prend son origine au niveau de la ligne occipitale et du processus mastoïde et se termine au niveau du sternum et sur la partie médiale de la clavicule. Et ensuite les scalènes qui sont au nombre de 3, le scalène antérieur, moyen et le scalène postérieur. Et ils sont tendus des vertèbres cervicales jusqu'aux 2 premières côtes. Ensuite l'expiration. On va encore se répéter, donc c'est un relâchement des muscles intercostaux et une élévation, un relâchement du diaphragme et donc une élévation du diaphragme. L'expiration, nous l'avons compris, est un phénomène passif qui résulte de la relaxation des muscles inspiratoires et du retour élastique du tissu pulmonaire. Étiré lors de l'inspiration, le poumon revient ensuite à sa position de base. À l'expiration de repos, on observe donc grâce au relâchement des muscles inspiratoires, une diminution de volume à l'intérieur du poumon et donc une augmentation de la pression alvéolaire. Cela entraîne une diminution du diamètre des poumons et des bronches. La pression intra-alvéolaire va devenir supérieure à la pression atmosphérique. Cela va donc entraîner la sortie d'air des poumons vers l'extérieur par un gradient de pression. Toujours, même mécanisme, presque le même mécanisme que l'inspiration. Et donc l'expiration forcée, quant à elle, est un phénomène actif. L'expiration est un phénomène passif, mais l'expiration forcée est un phénomène actif et elle va mettre en jeu les muscles de la paroi abdominale, notamment le grand droit de l'abdomen et les obliques internes qui appartiennent aux abdominaux. Alors lorsque ces muscles se contractent, ils vont pousser le diaphragme vers le haut, alors que les côtes sont poussées vers l'intérieur et vers le bas. Et donc cela va donc augmenter la pression intrapulmonaire et diminuer le volume. Alors, pour terminer sur cette vidéo, on va parler de la régulation de la respiration. Et je voulais avoir mon image, mais elle ne s'est pas affichée, c'est pas grave. Donc, les corps cellulaires des neurones constituant les nerfs innervant le muscle du diaphragme, qu'on appelle le nerf phrénique, et les muscles intercostaux externes, avec
les nerfs intercostaux, et eux sont situés dans la moelle épinière. Hein. Donc je me répète, les corps cellulaires des neurones constituant les nerfs innervant le muscle du diaphragme, le nerf phrénique et les muscles intercostaux sont situés au niveau de la moelle épinière. Et ces nerfs sont activés par des commandes issues de neurones respiratoires dont les corps cellulaires se situent dans le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien renferme deux centres dans lesquels sont concentrés les neurones respiratoires. Vous avez le groupe respiratoire dorsal et le groupe respiratoire ventral. Les neurones principalement présents dans ces deux groupes sont actifs lors de l'inspiration. On parle de neurones inspiratoires et se projettent sur les corps cellulaires des motoneurones phréniques et intercostaux. Ainsi, lorsqu'ils sont activés, ils stimulent les motoneurones, provoquant la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes, d'où l'inspiration. À l'arrêt de leur activation, la stimulation des motoneurones n'a plus lieu, provoquant ainsi le relâchement de ces muscles et donc l'expiration. Ils sont présents également des neurones expiratoires qu'on appelle des neurones E, stimulant les motoneurones des muscles abdominaux et intercostaux internes lors de l'expiration active. Enfin, d'autres neurones projettent vers les muscles laryngés, pharyngés et bronchiques. Alors le pont referme le générateur du rythme. Alors classiquement, la description dans le contrôle de la respiration par le cerveau met en place plusieurs groupes ayant chacun un rôle particulier dans les phases d'inspiration et d'expiration. Et vous avez deux centres. Alors je vous invite à rechercher une image parce que mon image ne s'est pas affichée ici dans ma présentation. Vous avez le centre pneumotaxique qui se veut inhibiteur des neurones inspiratoires du groupe respiratoire dorsal, ce qui provoquerait l'expiration. Et vous avez le centre apnostique, si je prononce bien, inhibant cette inhibition, ce qui reviendrait à une activation de l'inspiration. Alors actuellement, pour finir sur cette vidéo, il semble que les rôles de ces centres soient en réalité moins spécifiques et nous parlerons donc, pour ne pas créer de confusion, de réseaux de neurones agissant comme générateur central du rythme, qu'on appelle un CPG ou Central Pattern Generator. Voilà, qui agissent comme des générateurs centrales du rythme respiratoire. Et ce réseau de neurones renferme des interactions synaptiques excessivement complexes, créant les cycles de l'inspiration et de l'expiration. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.